Merci pour cette occasion que vous nous offrez pour parler de la littérature, du livre de façon générale, de la littérature en particulier. Moi, c'est le professeur Salaka Sami. Je suis professeur titulaire de littérature africaine à l'université Joseph Kizerbo, admis à faire valoir un droit à la retraite depuis le 16 janvier 2020. Donc, ça fait bientôt 5 ans que je suis à la retraite. Disons que je me suis intéressé très tôt à la littérature burkinabé et pratiquement toute ma carrière universitaire a consisté à faire des recherches sur la littérature burkinabé sans tourner le dos à la littérature africaine, bien sûr. J'ai enseigné essentiellement donc la littérature burkinabé, les littératures africaines et surtout la critique littéraire. J'ai initié un certain nombre de choses dans l'enseignement et dans la recherche au niveau de l'université. Et c'est qu'en 1989, j'avais mis en place un projet de recherche intitulé « Esthétique littéraire artistique négro-africaine ». En abrégé, ça donnait Élan. Donc, ça s'est transformé 3 ans après en option d'études et de recherche pour les étudiants en licence et en maîtrise. Et nous avons beaucoup d'étudiants dans cette option-là. Parallèlement, j'intervenais aussi dans l'option critique littéraire africaine. Et j'ai à mon actif dirigé, je pense, 22 thèses de doctorat, aussi bien de burkinabé, de mémoire comme ça, de tchadien, de guinéen, d'ougandais, de français, j'en oublie d'autres. Et dans le cadre justement de ces études doctorales, j'ai initié une voie de recherche que nous avons appelée les études culturelles africaines. Et aujourd'hui, justement, nous sommes dans le bureau de Dr Gamou, Suleiman Gamou, qui a été le premier maître assistant, le premier maître de conférence en études culturelles africaines dans l'espace CAMES, parce que cette spécialité-là a été reconnue au niveau du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur de CAMES. Et aujourd'hui, j'espère bien que nous aurons aussi le premier professeur titulaire en études culturelles africaines. Donc voilà, vraiment de façon ramassée, ce que je peux dire de moi-même. La critique littéraire, il faut dire que c'est un domaine de recherche, un domaine d'enseignement, qui consiste à enseigner à l'étudiant, à l'apprenant, comment comprendre, comment étudier une œuvre littéraire, ce qu'on appelle la critique littéraire. Critique littéraire ne veut pas dire forcément critiquer dans le sens négatif, c'est-à-dire quand on dit je critique mon voisin là, c'est dire du mal de lui. Non. La critique littéraire, c'est une démarche. Une démarche qui va consister à voir comment faire pour comprendre une œuvre littéraire. Et cette démarche s'appuie sur j'allais dire des théories. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de théories de littérature, de critique littéraire. Il y a, je commence par celle que j'ai le plus enseignée, la sociocritique, c'est-à-dire sociocritique ou sociologie du texte littéraire, qui consiste à regarder dans un texte littéraire comment la société est rendue. On dit tout simplement il faut chercher les traces du social dans l'œuvre littéraire. Il y a la psychocritique qui consistait à regarder comment l'inconscient de l'auteur se trouve dans ses œuvres littéraires. Il y a la critique thématique qui se base sur les éléments que l'auteur, l'écrivain traite dans son œuvre. Il y a d'autres approches qui sont plus modernes, entre guillemets, parce que beaucoup plus récentes.
il y a le postmodernisme. Le postmodernisme qui est une manière de comprendre la littérature, notamment les littératures africaines aujourd'hui. Parce que quand on prend un roman, l'exemple du roman, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le roman, c'est un genre littéraire hérité de la colonisation. Mais tel que les Africains le pratiquent aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments de notre tradition orale, de nos littératures orales que l'on retrouve dans le roman. Du coup, la question peut se poser, est-ce que nous avons encore affaire à un roman? Puisqu'on va trouver dans le roman la poésie, on va trouver à travers les chansons, on va trouver des contes, on va trouver des proverbes, on va trouver des légendes. Il y en a même, on peut trouver des séances de danse dans le roman. Alors, du coup, le postmodernisme se pose la question de savoir, en ce qui concerne les littératures en Afrique, mais quelle est la part de l'africanité, entre guillemets, des traditions africaines dans le roman. Donc ça aussi, c'est le postmodernisme qui pose un certain nombre de préoccupations. Est-ce qu'on peut encore parler de genre littéraire? Est-ce que on peut dire que le roman, c'est encore le roman? La question donc de l'hybridité, la question donc de la générosité, à quel genre littéraire on a affaire. Il y a aussi ce qu'on appelle le postcolonialisme, un peu différent du postmodernisme, parce que le postmodernisme concerne, j'allais dire, toute la production littéraire, mais le postcolonialisme s'intéresse particulièrement aux littératures issues de la colonisation, des pays issus de la colonisation. Donc, en tant que pays issus de la colonisation, comment est-ce que les écrivains de ces pays-là se sont appropriés la littérature? Comment est-ce qu'ils intègrent leur identité dans la littérature? Vous voyez, donc, il y a un côté postmodernisme qui se retrouve là-dedans, mais l'essentiel est consacré à l'héritage colonial, entre guillemets, et quelle est la posture aussi que les écrivains adoptent par rapport à cet héritage-là. Donc voilà ce qu'on peut mettre dans la critique littéraire. Mais le critique littéraire aussi, tel que, en tout cas, moi, je l'ai pratiqué dans ma carrière, j'ai fait aussi de l'histoire littéraire. L'histoire littéraire, en ce sens que je me suis intéressé à comment est-ce que la littérature burkinabé est née, comment est-ce qu'elle a évolué, quelles sont ses principales orientations, quelles sont les préoccupations que les écrivains ont exprimées, d'abord sous forme d'organisation, ensuite comme préoccupation littéraire et comme apport de l'écrivain à la société. Donc voilà quelques éléments que je peux donner en guide de définition de critique littéraire, mais aussi de l'historien de la littérature. Je l'ai toujours affirmé haut et fort du haut de ma chair. Je le réaffirme aujourd'hui. La première œuvre littéraire burkinabé, c'est Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, publié en 1962, quand il était en exil au Sénégal, à Dakar, aux éditions Présence africaine. Alors, cela demande des explications. Bon, quand vous dites que, bon, ça divise, déjà, je pense que dans le milieu des études littéraires, ça ne fait pas l'objet de doute. Ça ne fait pas l'objet de doute. Et quand j'explique, je me mets dans la posture du pédagogue, de l'enseignant, de celui qui forme. Dans cette posture, quand on veut savoir qu'est-ce que c'est qu'une œuvre littéraire, ben, il faut partir de la définition de la littérature. La littérature, c'est de la fiction d'abord. La littérature, c'est de l'imagination. La littérature, ce sont des techniques
utilisé pour travailler sur un matériau. La littérature, c'est un thème, des thématiques. La littérature, c'est aussi une certaine vision que l'écrivain va mettre dans son œuvre. Tout à l'heure, parlant de la sociocritique, j'ai dit que la sociocritique recherche les traces du social dans la littérature. La littérature, c'est aussi, je veux dire, un souci d'émouvoir ce qu'on appelle l'esthétique. Donc, vous voyez, si on met tous ces éléments-là ensemble, ça permet de dire que nous sommes dans la création. La création. Donc, ça permet de dire que la littérature, c'est d'abord de l'art. D'abord de l'art. Or, qui dit art dit un matériau. J'aime dire que c'est le matériau qui va préciser le genre d'expression artistique auquel nous avons affaire. Si vous prenez par exemple la danse, c'est de l'art. Quel est le matériau sur lequel l'artiste, le danseur travaille? Bon, c'est son corps qui est son matériau. C'est au corps qu'il va donner tous les mouvements, tous les gestes, tous les signes qui vont signifier pour celui qui le regarde danser. Mais le matériau de la littérature, c'est quoi? C'est le verbe, c'est la parole. Alors, c'est sur la parole que l'écrivain travaille. Et c'est en fonction de la manière dont il travaille sur la parole que l'on va dire que ça, c'est du roman, ça, c'est de la poésie, ça, c'est du théâtre, ça, c'est de la nouvelle, etc., etc. Donc, quand on parle de littérature, il faut savoir à quel genre on a affaire. Si je prends un livre aujourd'hui, on me dit c'est la littérature, je dois identifier le genre dont il est question. Mais si je n'arrive pas à identifier le genre, c'est que il y a de fortes chances que ça ne soit pas de la littérature. Maintenant, ce n'est pas en contradiction avec ce que je viens de dire à propos du postmodernisme, du postcolonialisme. Là, on a un genre qui devient le siège de plusieurs genres, qui va recevoir de plusieurs genres. C'est là qu'on parle d'hybridité. On parle d'hybridité. Donc, il n'y a pas de problème par rapport il n'y a pas de contradiction avec ce que je viens de dire dans la définition de certaines théories critiques. Maintenant, donc, quand on parle de littérature, il faut savoir à quel genre littéraire on a affaire. Or, jusqu'à ce que Naji Bouni publie Crépuscule des temps anciens en 1962, il y avait des livres, des écrits de Burkinabé. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il n'y avait pas d'œuvre littéraire. Parce que quand les gens disent oui, il y a eu les œuvres littéraires avant Crépuscule des temps anciens, je dis non, il n'y a pas eu d'œuvre littéraire avant Crépuscule des temps anciens. Alors, Maître Passéré a parlé de Dimdoloson Ouedraogo. Oui, les ouvrages de Dimdoloson de Ouedraogo qui ont été publiés en 1933 et 1934, donc près de 30 ans avant Crépuscule des temps anciens, ne sont pas des œuvres littéraires. À partir des éléments que j'ai donnés pour définir la littérature. Pourquoi? Les œuvres de Dimdoloson Ouedraogo sont des œuvres à caractère ethnographique qui permettent de comprendre l'identité d'une ethnie. Et essentiellement, il a travaillé sur les Mosés. Maintenant, quand on veut travailler sur les Mosés, il faut savoir c'est quoi le Mouara. Eh oui, le Mouara, l'identité du Mouara, c'est quoi? C'est le Nam. Ou bien? Oui. L'identité du Mouara, c'est le Nam. Le Nam, c'est quoi? C'est le pouvoir. Et sur quoi est basé le pouvoir chez le Mouara? Le pouvoir est basé sur des abuyas. C'est-à-dire des devises en rapport avec le pouvoir du Naba. Chaque Naba a des devises, ce qu'on appelle les abuyas amorés. Et ces abuyas, on les traduit peut-être improprement en devises en français ou en proverbes.
Mais ces proverbes ou ces devises, nous les classons dans les genres oraux. Ça fait partie de la littérature orale. La littérature orale, on dit bien littérature orale. D'accord? On dit bien littérature orale. Mais ce n'est pas parce que moi, je vais collecter une série, je vais faire un ouvrage de 300 pages, de 400 pages, de 500 pages, qui va recenser des proverbes de chez moi, que ça va être une œuvre de littérature. Ça sera un recueil de contes, mais ça ne sera pas une œuvre de création littéraire, au sens où nous en parlons, parce que quand nous parlons de littérature ici, c'est de la littérature écrite. Sinon, on ne peut pas se poser la question de savoir quand est-ce qu'est née la littérature chez nous, puisqu'il y a la littérature orale. Donc, quand on parle de premier écrivain, dans écrivain, il y a le mot écrit. Donc, quand on parle on dit Nazi Bonnet, le premier écrivain voltaïque, c'est celui-là qui a écrit la première œuvre littéraire, donc de fiction. En revenant sur Dim de Lobson Ouedraogo, il a effectivement permis de connaître la société Mouara. Et je le disais, le Mouara se caractérise par le Nam. Et le Nam, c'est les Abiyouya. Donc, on ne peut pas décrire la société Mouara sans partie du Nam. Donc, on ne peut pas parler du Nam sans parler des Abiyouya. Les Abiyouya sont des genres oraux. Donc, Dim de Lobson Ouedraogo ne pouvait pas parler de la société Mouara sans parler des genres oraux, sans s'intéresser aux pratiques orales de la littérature chez les Mouassés. C'est tout. Donc, c'est ça qui explique que ces œuvres-là ont pu s'intéresser à la littérature orale. Ces œuvres ont pu prendre en compte des genres oraux, mais ce qu'il a écrit, c'était plus des réflexions, plus de la description, et à la limite de l'analyse des traditions mouassées que de la création fictive. Donc, alors, quand je dis ça, il ne s'agit pas, parce que vous savez, en critique littéraire, il ne s'agit pas de faire des sentiments. J'ai écrit dans le même ouvrage et j'ai expliqué les raisons du retard dans la littérature burkinabé. Et pour confirmer, pour m'appuyer davantage sur des choses vraiment fondées, j'ai approché à l'époque Jean Kizerbo, le professeur Kizerbo, pour savoir si mes hypothèses étaient fondées. Et les hypothèses, c'était quoi? Pourquoi la littérature burkinabé est née tardivement? Je dis, c'est lié à la nature de la colonie de Haute-Volta. La colonie de Haute-Volta était une colonie de main-d'œuvre. Deuxième, la conséquence de ça, c'est que le colonisateur n'a pas jugé nécessaire de développer l'école. Les infrastructures scolaires qui ont été mises en place, c'était juste pour avoir des auxiliaires de l'administration. Troisième raison, c'est que la colonie de Haute-Volta, qui a été constituée en 1918, a été, on va dire, a été divisée en 1932 entre la Côte d'Ivoire, le Niger et le Soudan. Et il a fallu 1947 pour la reconstituer. Et là encore, l'hypothèse que j'ai émise, qui m'a été confirmée par le professeur Joseph Kizerbo, c'est que les quelques intellectuels à l'époque, qu'on pouvait considérer comme intellectuels, se sont préoccupés davantage, ont participé à la lutte pour la reconstitution de la colonie de la Haute-Volta. Pendant ce temps, des intellectuels des colonies où il y avait l'école était plus développée, donc eux, ils se sont mis à la création. Et c'est pour cela que la première œuvre littéraire burkinabé n'a vu le jour qu'en 1962. Mais en le disant, il faut relativiser. Pourquoi? Parce que du fait que la colonie de la Haute-Volta a été supprimée et répartie entre 3 autres colonies,
des voltaïques à l'époque, ou en tout cas des ressortissants de la colonie voltaïque, ont pu se retrouver dans la colonie du Soudan, dans la colonie du Niger, dans la colonie de la Haute-Volta de la Côte d'Ivoire. Donc, il se peut qu'il y en ait qui aient écrit à cette période-là, et leurs écrits sont restés dans les colonies dont ils le relevaient. Donc, c'est cette nuance qu'il faut apporter. Mais sinon, du point de vue officiel, la première œuvre littéraire, c'est Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, 1962, publié aux éditions Présence africaines à partir de son exil à Dakar. Bien, alors, dans ma présentation tout à l'heure, je me suis contenté de ma carrière à l'université. Mais il faut dire que j'ai commencé comme fonctionnaire à la Direction générale des affaires culturelles sous le magistère de Prosper Compaoré, qui était le directeur général à l'époque. Et c'est là-bas, de mai 1983 à septembre 1983, où j'ai exercé, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait la littérature burkinabé, en fait, voltaïque. Parce que j'étais en contact avec beaucoup d'écrivains à l'époque. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à la Direction générale des affaires culturelles le 10 mai 1983. Je suis arrivé, coïncidé avec la réunion d'une commission interministérielle chargée de travailler sur le droit d'auteur en Haute-Volta. Avec, par son nom, le grand frère Traoré Sibirou Oumar. C'est lui qui a été vraiment la tête pensante du droit d'auteur au Burkina. Et il m'a dit, petit frère, il n'y a pas meilleure manière de t'intégrer à la direction générale que de te désigner comme rapporteur de cette commission interministérielle. Donc, le premier dossier sur lequel j'ai travaillé, mon premier jour en tant que fonctionnaire, c'est d'être rapporteur de la commission interministérielle qui a été mise en place pour réfléchir sur le droit d'auteur au Burkina, en Haute-Volta à l'époque. Deuxième dossier, Prosper Compaoré, il est toujours vivant, m'a dit, bon, il faut qu'on travaille sur une semaine nationale de la culture. Et il m'a dit, bon, voilà, de la documentation, propose-nous quelque chose. Donc, nous avons fait un dossier qui est passé en conseil des ministres le 29 juillet 1983 et qui a adopté la création de la semaine nationale de la culture, avec à l'intérieur le Grand Prix national des arts et des lettres de Chepela. Et à l'époque, il y avait 3 catégories qui étaient retenues. La catégorie A du spectacle qui est dans la catégorie A. La catégorie B, c'était les arts plastiques. La catégorie C, c'était les lettres, avec un volet littérature en français et littérature en langue nationale. Donc voilà pour l'histoire. Et c'est ça qui va expliquer ma présence au niveau du Chependal. Et donc, je me suis intéressé donc très tôt, j'ai été impliqué, pour ne pas dire plus, dans la Semaine nationale de la culture dès ses fondations. Et en octobre 83, je suis venu à l'université comme assistant, mais j'ai continué à m'intéresser à la Semaine nationale de la culture. Et c'est ainsi donc que à Gawa 1984, j'étais dans le jury des arts du spectacle. Et on a fait la fameuse déclaration de Gawa 84, qui reste, par contre, ça, qui reste toujours d'actualité. Et je vous donne rendez-vous au colloque de 40 ans de la Semaine nationale de la culture, qu'on va organiser du 18 au 20 décembre 2024 à Bobo-Dioulasso. La question va revenir puisque je vais proposer une communication là-dessus. Alors donc, cela dit, après ça, donc, j'ai été régulièrement dans le jury de littérature de la catégorie C de la Semaine nationale du G pénal jusqu'en 1990. Ensuite, il y a eu quelques passages à vide, entre guillemets. Et en 1996, le ministre Mahmoud Ouedraogo, en charge de la culture, de la communication de la culture à l'époque, m'a demandé d'être secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture. J'y suis resté jusqu'en septembre 2000. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai été
impliqué dans la Semaine nationale de la culture dès le départ, et jusqu'aujourd'hui, j'y suis impliqué. Maintenant, pour l'édition de 2000, qui n'a eu lieu qu'en 2023, l'administration a innové en disant il faut quelqu'un pour coordonner les activités des différents jurys de lettres. Parce qu'il y a un jury par genre littéraire mis en compétition. Et il faut quand même quelqu'un pour coordonner tout cela. Et c'est comme ça qu'on m'a fait l'honneur, en tant que quelqu'un qui s'est intéressé à la littérature burkinabé, en tant qu'ancien responsable de la Semaine nationale de la culture, d'être le coordonnateur des jurys de la catégorie C, lettres. Ça a commencé en 2020, donc réalisé en 2023. Et on m'a reconduit comme coordonnateur du jury du GPNAL lettres pour la SNC, à la SNC 2024. Donc voilà ce qui justifie ma présence. C'est long, mais comme nous on est les enseignants, là, il faut tout expliquer pour que les gens comprennent. Voilà. Maintenant, en venant à votre question, il y a eu effectivement on va dire quoi, il y a eu des genres où tous les prix n'ont pas été attribués. Bon, ça s'explique et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, je pense que ça doit être à la SNC, au GPNAL, oui, SNC 1988, je crois. Il n'y a pas eu de premier prix dans un genre et il y avait un deuxième prix. Ah oui, mais on l'a fait pour justement amener les gens à se poser des questions. C'était pas dans un esprit spectaculaire, mais c'est comme vous les journalistes, vous ne vous intéressez qu'au train qui arrive en retard. Donc là, si on a fait ça, les gens vont dire, ah, c'est quoi ça? Et on va expliquer. Et l'explication, c'est que justement, en ce qui concerne le cas de 2024, il y a comment on appelle ça? Le règlement du GPNAL, qui dicte les conditions de participation, mais aussi les conditions d'évaluation des œuvres littéraires. Les conditions techniques sont laissées à l'appréciation des membres du jury. Mais le règlement du GPNAL donne et dicte les grandes orientations. Et là-dedans, il est dit qu'une œuvre, pour être primée, doit avoir au moins 12 sur 20 de moyenne. Alors, si dans un genre, aucune œuvre n'a la moyenne de 12 sur 20, il n'y aura pas de lauréat. Mais le règlement intérieur dit qu'il faut 3 lauréats par genre. Le premier, le deuxième et le troisième. Le jury qui a apprécié, je crois que c'est en roman, a trouvé que la troisième œuvre avait 11 et quelques de moyenne. Donc, ne pouvait pas être classé comme lauréate. Donc, du coup, on a retenu 2 œuvres lauréates, premier et deuxième. Voilà, tout simplement. Alors, déjà, un des aspects, on vient de l'aborder. Savoir que le jury, à un moment donné, a estimé que, le jury a estimé qu'une œuvre, la troisième n'avait pas la moyenne requise pour être lauréate. Donc ça, c'est selon les critères qui sont établis par le jury de concert avec l'administration culturelle. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de qualité à l'œuvre. C'est pas ce que ça veut dire. Mais une compétition, c'est une compétition. Voilà. Maintenant, si on prend les productions soumises à l'appréciation du GPNAL, dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, il y a beaucoup de productions. Beaucoup de productions, ce qui confirme effectivement ce que vous avez dit, à savoir, il y a un engouement. Mais maintenant, il y a ce que les écrivains proposent au GPNAL, mais il y a ce qui se fait en dehors du GPNAL. Et c'est bien d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de productions en dehors du GPNAL. Sinon, ce serait dire que le GPNAL a le monopole de l'encouragement à la création littéraire. Or, ça ne devrait pas être le cas. Donc, c'est bien qu'il y ait
des auteurs qui écrivent, qui publient indépendamment de la participation au GPNAL. Alors, deux ou trois choses. La première chose, c'est que ce que l'on constate, la plupart de ces œuvres-là sont éditées sur place. Ce qui veut dire que l'édition littéraire est en train de se développer. Avec des insuffisances, certes, mais elle est en train de se développer et cela doit être encouragé. Parce que généralement, les gens disent, oui, éditer un livre, ça coûte cher. Non. A priori, un auteur, ce qu'on lui demande, c'est de faire tourner sa tête et de produire. Le reste, il le soumet à un éditeur qui va s'engager dans la promotion commerciale de sa production. C'est ça, en fait. Parce que ce n'est pas, quand vous voyez un auteur lui-même éditer son œuvre, c'est à défaut d'un éditeur. Ou alors, il ne veut pas remplir les conditions de l'éditeur, il le fait à compte d'auteur. Sinon, une édition normale, c'est l'éditeur qui s'engage financièrement. Et pour que l'éditeur s'engage financièrement, il faut qu'il soit sûr de rentrer dans ses fonds. Donc, il va veiller à la qualité. Oui, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, le fait que des écrivains, de nouveaux écrivains apparaissent et puis éditent sur place ici, c'est une bonne chose. Parce que l'édition se développe avec des étudiants, mais elle se développe. Première chose. Deuxième chose, le développement de ces productions va amener nécessairement l'État à s'occuper, à s'intéresser à la promotion de ces œuvres-là. Comment l'État peut s'intéresser à la promotion de ces œuvres? Il y a un accompagnement que l'administration culturelle peut faire. C'est-à-dire accompagner les écrivains, les éditeurs dans la présentation, les séries de dédicaces, séances de dédicaces des œuvres. Elle peut aussi accompagner, l'État, il peut aussi accompagner à travers des, comment dirais-je, l'organisation des califats, des cafés littéraires du Faso, qui est une invention donc du ministère de la Culture. Elle peut aussi, l'État aussi peut s'intéresser, peut accompagner la production littéraire en regardant quelles sont les œuvres qui méritent, je dis bien qui méritent d'être dans les programmes scolaires. Parce qu'on ne met pas une œuvre littéraire dans un programme scolaire parce qu'on le veut. L'œuvre littéraire qu'on met dans un programme scolaire doit avoir un certain nombre de qualités, non seulement littéraires, mais aussi morales, mais aussi sociales. Parce que on va parler de la lecture. Parce que si l'on dit aux enfants d'étudier une œuvre en classe, c'est parce qu'on estime que les valeurs que cette œuvre-là véhicule doivent participer à leur éducation, à leur formation. Donc, on ne met pas une œuvre littéraire dans un programme scolaire comme ça. Théoriquement, nous appelons en critique littéraire, nous disons que les programmes scolaires font partie de ce qu'on appelle les instances de légitimation des œuvres littéraires. Instances de légitimation. C'est-à-dire que il faut un certain nombre de conditions à remplir pour qu'une œuvre soit introduite dans les programmes. Est-ce que c'est le cas au Burkina? Je me pose la question. Parce que, théoriquement, c'est une commission qui doit analyser et voir quelles sont les œuvres qu'elle doit proposer au programme. Du primaire, le primaire, ça c'est fait, mais au post-primaire et au secondaire. À l'université, nous avons fait ce que nous pouvons. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il connaît, qui est passé par le département de lettres modernes de l'université Kizerbo, qui passe par les universités publiques et même les universités privées dans des départements de lettres modernes qui dit qu'il ignore la littérature burkinabé, c'est que ce n'est pas un étudiant qui a suivi les cours. Voilà. On a généralisé ça, au moins ça fait partie des batailles que j'ai menées. À partir de 1985, nous avons généralisé l'enseignement de la littérature burkinabé au département de lettres modernes de l'université de Ouagadougou à l'époque. Et ensuite, les collègues du département de linguistique aussi ont demandé à ce qu'on leur enseigne la littérature burkinabé. C'est fait. Or, les programmes de littérature et de lettres modernes des autres universités publiques ont été copiés sur le programme de l'université de Ouagadougou. Donc, partout,
On enseigne la littérature burkinabé, même si ces derniers temps, il y a eu bon, des changements que personnellement je n'apprécie pas du tout, mais bon, c'est officiel, mais c'est pas, ça ne m'empêche pas de dire mon point de vue là-dessus. Donc, l'enseignement, la promotion, enfin, l'État doit participer, doit accompagner cette effervescence au niveau de la littérature burkinabé par la réflexion pour voir quelles sont les œuvres qu'on doit enseigner, qu'on doit mettre dans les programmes scolaires. Alors, l'accompagnement de l'État, ça peut être aussi d'offrir d'autres forats comme la Foire internationale du livre de Ouagadougou, par exemple, où il s'agit non seulement à travers les expositions, mais aussi à travers des panels, mais à travers des rencontres entre écrivains et publics, de faire connaître davantage les œuvres littéraires, ces œuvres littéraires burkinabées. Bon, l'autre aspect, c'est la recherche universitaire. Comme je le disais tout à l'heure, à ce niveau-là, on ne peut pas prendre les universités burkinabées à défaut. Il y a eu tellement de mémoire de maîtrise dans le temps, de DEA, de master et de doctorat, de thèse de doctorat sur la littérature burkinabé, aussi bien à Joseph Kizerbo qu'à Norbert Zongo de Koudougou. Il y en a eu tellement. Sans compter les publications des enseignants-chercheurs eux-mêmes, des chercheurs sur la littérature burkinabé. Donc, véritablement, il y a un accompagnement. Moi, par exemple, quand j'étais encore en activité, j'avais dit aux étudiants, quand on a créé le master littérature et écritures africaines, j'avais dit, je ne prends plus de mémoire portant sur des œuvres littéraires burkinabés d'avant 2000. Parce que j'estime qu'il y a suffisamment de jeunes écrivains aujourd'hui qui méritent d'être connus. Je ne dis pas qu'on a assez fait pour les autres, mais bon, par exemple, parmi les anciens, les grands écrivains burkinabés, Baba Ama n'a pas fait l'objet de beaucoup de recherches. Donc, je dis, bon, je peux encourager les étudiants à faire des mémoires ou même des thèses sur son œuvre. Mais en dehors de lui, quand même, les autres là, il y a eu beaucoup de travaux sur eux, mais il faut qu'on regarde ces jeunes générations après 2000 pour montrer que la littérature burkinabé, ce n'est pas seulement des anciens sur lesquels bon, on repose en disant oui, il n'y a plus rien. Non, il y en a, et il y en a de très belles factures, de très bonne qualité qu'il faut aussi étudier. Le numérique là, il a le dos large, hein, parce que son avènement a mis on va dire quoi, en péril, entre guillemets, en tout cas supposé mettre en péril beaucoup de domaines. On a dit ça va tuer le cinéma. Mais le cinéma continue. Ou bien, le festival continue en tout cas. Le festival de Cannes continue. Le festival de quoi? En Italie, en Allemagne, Carthage en Afrique, Écran noir au Cameroun. Ça continue. Donc, ça veut dire que le numérique n'a pas pu tuer le cinéma. Mais pourquoi il tuerait alors la littérature? Je pense que la question du rapport du numérique à la lecture, en fait, avec la lecture, doit être posée autrement. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants, c'est en bas âge, qui maîtrisent mieux les téléphones Android que moi. Bon, c'est bien. Mais cet engouement, cette connaissance des enfants de très bas âge, c'est leur connaissance du numérique, de l'objet numérique et le téléphone portable, c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire qu'ils vivent l'ère de leur temps. Ils ne vont pas être des analphabètes. Par contre, il faut que ça soit sous le contrôle parental. Il faut que ça soit comment je vais dire ça, des éléments éducatifs. Quand je dis éducatif, c'est dans le sens positif, que l'on autorise les enfants à regarder. Quand je dis qu'on autorise, c'est pas seulement à coup de décision parentale, non.
Au départ, il faut que les parents éduquent les enfants. Parce qu'il ne faut pas laisser l'éducation des enfants à l'Android. Oui, on voit des parents, des mères, surtout, mais pas que. Je n'accuse pas seulement les mères, mais les mères qui donnent leur téléphone aux enfants là, voilà, voilà, va t'occuper pour me laisser tranquille. Non, non. Il faut discipliner l'enfant. Chez moi, mes petits-enfants, quand ils viennent à la maison, ils savent que il y a des heures où ils peuvent regarder la télé. Il y a des heures où mamie va leur donner son téléphone. Parce que moi, il n'est pas question que les petits-enfants utilisent mon téléphone. Ça, ils le savent très bien. Et personne ne va venir demander mon téléphone. Ils vont chez mamie, ils demandent. Et mamie dit, il y a, à partir d'un certain moment là, c'est bon, donne mon téléphone. Donc, il faut éduquer les enfants dans ce sens-là. Premier élément. Deuxième élément, il faut montrer aux enfants dans cette éducation-là qu'il n'y a pas que les images, qu'il y a aussi des documents que les enfants peuvent lire. Ils peuvent apprendre à lire. Moi, mes petits-enfants, l'aîné, qui sait lire, il sait que je ne lui fais jamais de cadeaux en dehors des livres. Et il aime bien la lecture. Et il a décidé, par exemple, au lieu de continuer son taekwondo, l'année qui vient de s'écouler, il a décidé de s'inscrire dans un club de lecture de son école. Bon, mais aujourd'hui là, l'enfant il maîtrise bien le téléphone de son papa, simplement. Hein? Il a des tablettes, mais il commence à avoir sa petite bibliothèque. Donc, en rien, le numérique ne peut constituer une menace pour la lecture. Maintenant, c'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'école, à faire en sorte que le numérique puisse être un support pour la lecture, puisse être un accompagnant pour la lecture, puisse être un adjuvant pour la lecture. Il ne faut pas que le numérique vienne suppléer, vienne remplacer la lecture. Au contraire, le livre. Au contraire, il faut que le livre qu'on peut trouver dans le numérique là, puisse amener l'enfant à aimer la lecture, à rechercher, à lire. Voilà ma position sur le problème, quoi. C'est la responsabilité parentale d'abord, c'est la responsabilité de l'école aussi, et ensuite c'est la responsabilité de toute la société. Il faut que les parents se donnent le temps d'expliquer aux enfants que la lecture sert, que la lecture est utile. Il faut que les parents expliquent ça aux enfants. Donc, comme je disais tout à l'heure, la responsabilité des parents, il faut expliquer. Ça ne coûte rien à un parent, la mère ou le papa, d'accompagner son enfant au moment où il le met au lit, de lui lire une histoire de 5-10 minutes, l'enfant va dormir. Et ainsi, on apprend l'enfant à dormir avec la lecture. Donc, il intériorise ça. Ça fait des obligations. C'est-à-dire, ça veut dire que le père ou la mère doivent être présents. Le père et la mère, pas où. Le père et la mère doivent être présents à l'heure où l'enfant doit aller au lit. Au lieu que le père soit assis dans son grain avec ses amis là, à 21h, non, il faut qu'il soit à la maison aussi. Aujourd'hui, c'est lui qui va lire. Demain, c'est maman qui va lire. Comme ça alterne. Les enfants, on dit, ouais, ils peuvent même dire, ah, maman lit mieux que papa, ou bien papa lit mieux que maman. Tout ça, ça fait de la stimulation, et l'enfant il va dire, ah, donc il va attendre l'heure du sommeil là, avec impatience. Donc ça, c'est déjà, le premier conseil à donner aux jeunes. Deuxième élément, il ne faut pas qu'ils soient esclaves du numérique, du téléphone, de la tablette, non. Il faut que les parents aussi apprennent aux enfants que dans le téléphone là, que sur la tablette là, dans la tablette, ils ont de quoi lire. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des enfants, des tout petits. Mais il y a les jeunes élèves, il y a les jeunes étudiants. J'aime dire aux étudiants en particulier que quand ils demandent l'argent,
pour mettre des mégas dans leur téléphone. Mais généralement, c'est pas pour lire. Généralement, c'est pas pour lire. Bon, il y a certains jeunes qui vont aller sur les sites porno. Il y a certains jeunes qui vont regarder toutes sortes de conneries. Enfin, je dis conneries, ben, vraiment, j'assume. Hein. Mais sans chercher à savoir ce qui les instruit. Notamment les jeunes filles, là, elles sont abonnées à des... Moi, je ne citerai pas de nom, de réseau, mais c'est juste pour... y en a, c'est pour les telenovelas, il y en a, c'est pour des séries, il y en a, c'est pour le cinéma. Mais il y a la lecture à côté. Et la lecture, c'est pas seulement des œuvres littéraires, mais c'est aussi des œuvres de réflexion, quel que soit le domaine dans lequel les étudiants sont. Dans les sciences, il y a des œuvres scientifiques. La littérature, on n'en parle pas. Alors, troisième élément, c'est le rôle de la lecture. Qu'est-ce que la lecture permet pour un enfant, pour un jeune? Un, la lecture permet de voyager. Quand vous lisez une œuvre littéraire, ça vous transporte dans un monde tout en étant assis. Ça vous transporte dans un monde. Ça vous présente un monde. Donc, c'est comme si vous aviez quitté chez vous pour aller dans l'espace que l'écrivain, le romancier vous propose. Donc, vous voyagez. Quand vous voyagez, vous découvrez du monde. Vous découvrez ce que l'écrivain vous propose au monde, avec ses valeurs positives, négatives. Mais en tout cas, il y a des valeurs. Troisièmement, la lecture permet d'enrichir son vocabulaire. J'ai fait un article sur l'œuvre de Patrick Ilvoudou. J'ai intitulé cet article-là La création littéraire comme forme d'ascension intellectuelle chez Patrick Ilvoudou. La création littéraire comme forme d'ascension intellectuelle. Donc, on ne peut pas lire l'œuvre de Patrick Ilvoudou sans avoir un dictionnaire à côté. C'est pas qu'il soit pédant, mais il va aller trouver des mots rares que nous-mêmes on connaît pas, on ne pratique pas. On va chercher, ça là, qu'est-ce qu'il veut dire là? Moi, je prends le dictionnaire, je regarde, je connais le sens de ce mot. J'ai enrichi mon vocabulaire. Quatrième avantage, la lecture permet aussi le maniement de la langue. Parce qu'on va regarder, dans la lecture, on va voir comment en fait un écrivain, il manipule le français, pour ce qui est du français. On va voir quelle tournure il utilise. Comment est-ce que, voilà, il compose ses phrases. Est-ce que ces phrases sont longues? Est-ce que ces phrases sont moyennes? Est-ce qu'elles sont courtes? Et comment est-ce qu'il utilise? Est-ce que c'est des formes interrogatives? Bref, on apprend le maniement de la langue. Donc, avec tous ces avantages qui ne sont pas exclusifs, il y a d'autres auxquels je ne pense pas peut-être tout de suite. Mais avec tous ces avantages-là, on ne peut pas dire que la lecture est ennuyante. On ne peut pas dire que la lecture n'apporte rien à l'enfant. On ne peut que dire que la littérature enrichit, la lecture, pardon, enrichit. Mais la bonne lecture, il ne s'agit pas non plus de lire du n'importe quoi. Mais en tout cas, la lecture enrichit son lecteur. Elle permet de découvrir du monde, elle permet de connaître la langue, elle permet de savoir comment parler, elle permet, en tout cas, de s'enrichir, de connaître d'autres choses que l'on ne connaîtrait pas en s'asseyant dans son quartier ou en se promenant ou en allant s'asseoir aussi dans des glaciers, puisque c'est ce que les jeunes aiment, les glaciers, les maquis et autres. Voilà, les fast-food, où ils deviennent à 25 ans, ils sont gras comme, je ne dirais pas les choses, mais en fait, eux-mêmes, ils voient que physiquement, c'est pas tellement bon. Voilà. Ouais. Bon, mais moi de la fin, c'est vous dire merci. Merci pour cette occasion que vous me donnez d'échanger avec vous sur les questions de littérature, les questions du livre.
Au-delà du merci, c'est aussi vous encourager dans ce que vous faites. Parce que une chaîne de télévision consacrée au livre, c'est original. Ce n'est pas du tout courant. Et c'est même audacieux dans un pays comme le Burkina. Mais, si vous l'avez osé, c'est qu'il fallait l'oser. Et donc, moi, je vous encourage à aller de l'avant dans cette initiative-là, à ne pas vous décourager parce que c'est pas facile. Rien n'est facile dans ce pays-là. J'aime dire que l'ennemi de celui qui agit, c'est celui qui n'agit pas. Celui qui ose là, son ennemi, son pire ennemi, c'est celui qui n'ose pas. Donc, si vous osez, vous devenez le contre-modèle de celui qui n'ose pas. Et donc, au lieu de chercher à faire comme vous, il va chercher à vous détruire. Ne vous laissez pas détruire, ne vous laissez pas décourager, parce que mon principe de fonctionnement dans la vie là, c'est que c'est l'adversité qui me construit. Je me suis construit avec l'adversité, par l'adversité, dans l'adversité. Parce que ce que vous faites si vous ne rencontrez pas d'adversité, ça ne vous fortifie pas, ça ne vous forme pas. Vous allez penser que tout est facile. Mais quand vous rencontrez l'adversité, vous allez déployer un certain nombre d'initiatives pour vaincre cette adversité. Vous êtes fortifié. Prochaine adversité, vous allez vous fortifier encore pour la vaincre, et ainsi de suite. Donc, vous forgez dans l'adversité, par l'adversité, avec l'adversité, grâce à l'adversité. Bref, en tout cas, l'adversité, elle doit être le compagnon le plus fidèle de celui qui agit. Surtout chez nous, où dans tous les domaines, ça c'est le Burkinabé qui est comme ça, mais si les gens n'aiment pas qu'on dise que le Burkinabé est ici, le Burkinabé, c'est comme ça. C'est le trait caractéristique du Burkinabé. Même ce que je vais dire là, vous allez trouver des gens qui vont dire, oui, oh, lui là, il fait le malin, oh, bon, voilà, on l'a vu. Mais oui, je fais le malin parce que je connais. Si on a estimé que, on vient me voir, c'est qu'on estime que je connais. Si je ne connaissais pas, on va pas venir me voir. Et si on vient me voir, il faut pas que je déçoive ceux qui pensent que je connais. Donc, je dois partager mes connaissances avec eux. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'occasion de connaître, de partager leurs connaissances, ou ceux qui ne voudraient pas partager leurs connaissances, mais ils vont dire, ah oui, oui, le type là, il fait le malin, c'est lui tout le temps qui parle de... Oui, mais moi, je peux dire que j'ai été le premier à engager la réflexion sur la littérature burkinabé de façon permanente. Parce que la première thèse sur la littérature voltaïque a été faite par un ami qui l'a soutenu le 5 novembre 1982. Et moi, j'ai soutenu ma thèse le 7 novembre 1982. Nous étions ensemble à Lyon. C'est un ami. Bon, lui, malheureusement, il n'a pas fait de carrière à l'université. Mais moi, j'ai eu l'occasion de faire la carrière. C'est avec lui que nous nous sommes battus pour que, dès 85, on généralise l'enseignement de la littérature burkinabé. Ça, même si personne ne le dit, je le dis pour l'histoire, pour que les gens sachent. Mais ça s'est constitué dans l'adversité. J'ai dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la littérature burkinabé? On dit oui. Première année, là, on va parler de la littérature burkinabé, faire connaître la littérature burkinabé là jusqu'en 1974. Pourquoi 1974? Parce que c'est l'année de l'édition les dieux délinquants. Deuxième année, on va réfléchir sur le cadre d'évolution de la littérature burkinabé. Troisième année, on va revenir sur les œuvres littéraires. C'est comme ça qu'on a fait. Au début, les gens n'étaient pas contents, mais aujourd'hui, là, mais personne ne va remettre en cause l'enseignement de la littérature burkinabé. Les jeunes ne le savent pas, mais je fais partie de ceux qui se sont battus pour que ça soit ainsi. Il y a pas mal de domaines comme ça, là. Comme le burkinabé aussi est tellement modeste. C'est la modestie qui tue le burkinabé. Je vous le dis, vous les jeunes, la modestie tue le burkinabé. Le manque de modestie ne doit pas être un défaut. C'est l'exagération dans le manque de modestie qui doit être un défaut. Mais le Burkinabé doit avoir le courage de dire, oui, j'ai initié ça, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça. Parce que ça peut donner aussi des idées aux jeunes.
Ah, lui, il a pu faire ça. Ah, donc c'est possible. Donc, moi aussi, je peux. Mais si tout ce qui est fait reste anonyme, comme s'il n'y avait pas de porteur, mais bon, les gens vont faire, ah oui, bon, on fait. Mais non, il y a des gens qui sont allés au charbon, comme on dit, et qui en sont sortis avec des choses autour, mais 85 à maintenant, là, ça fait combien d'années? Ça fait bientôt 40 ans. Aujourd'hui, là, personne ne peut dire que lui, il ne sait pas ce que c'est que la littérature burkinabé, mais il y a eu des pionniers qui l'ont fait.